bonjour, donc merci d'être là pour partager ton histoire. C'est super gentil d'avoir accepté. Merci à toi, Euh, Pauline. du coup, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, quel âge as-tu, pour commencer? Bien sûr, je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans. Euh, et alors, qui je suis, c'est très très vaste. Euh, Aujourd'hui, professionnellement, j'exerce le métier de barman dans la ville de Nantes. Et j'ai l'habitude de me présenter en disant que ce que j'essaie de faire le plus dans ma vie, et c'est pas facile tout le temps, c'est m'amuser. Hmm. Et c'est c'est un des critères essentiels à mon quotidien aujourd'hui. Donc C'est voilà une, qui je suis, quelqu'un de nouveau heureux et jovial et bien avec soi-même. c'est une très belle philosophie de vie. Du coup, Merci. au niveau de ta famille, donc est-ce que tu as des frères et sœurs, tes parents, quelle relation tu entretiens avec eux? Euh, non, j'ai pas de frères et sœurs. Je suis l'enfant unique de mes parents. Parents que j'ai laissé un petit peu de côté pour mon bien-être. Il y a quelques années, je les contacte encore un peu, mais à des occasions très précises et pas nécessairement ni pour les voir ni pour prendre des nouvelles. Donc de ce côté-là, c'est pas forcément la joie. Euh, je peux commencer par dire un truc important, c'est que si j'ai mis de la distance avec mes parents, c'est parce que j'ai décidé d'être heureux et que eux n'ont pas pris cette décision. Et Hmm. ça a été une décision qui a été que j'ai mis longtemps à mûrir. Mais voilà, la relation avec ces personnes-là en est là aujourd'hui. Et peut-être que ça évoluera par la suite, je l'espère. Euh, mais voilà, familialement, rien de plus à dire que ça. Pas une famille forcément très soudée, quoi. Oui, donc ça a été une décision difficile à prendre, mais qui aujourd'hui te permet de t'épanouir. Ça a été une décision que j'ai longtemps repoussée Ouais. en nourrissant beaucoup d'espoir dans ce que pouvait être ma relation avec mes parents Hmm. et globalement avec ma famille, euh, jusqu'à ce que je réalise que mes choix m'appartenaient et que je pouvais pas me permettre d'avoir de telles interférences dans mon accès au bonheur. Non, mais c'est une décision qui est très courageuse. Et au niveau de ta personnalité, est-ce que tu es une personne qui est plutôt renfermée sur elle-même, assez expressive? Comment tu te définirais de ce côté-là? Non, je suis pas du tout renfermé. Je parle d'ailleurs assez librement, comme peut-être en attester cet enregistrement de moi-même. Je suis assez et de moi-même et d'ailleurs pas mal de sujets, hein. J'ai tendance à faire assez peu de tabous, donc non, je suis très expressif, plutôt jovial et dans ce qu'on pourrait qualifier d'extraverti, quoi, qui Ok, n'a pas toujours été le cas. ok, super. Donc là, ça nous permet un peu de faire un tour pour pouvoir commencer le témoignage. Donc du coup, toi en maternelle, comment ça se passait à l'école? Et au niveau de ta Waouh. scolarité, au niveau de ta Euh, sociabilité, comment t'étais avec les autres élèves? c'est vrai que tu remontes loin jusqu'à la Oh, ouais, maternelle. ouais, ouais. Maternelle, très bon souvenir, Ok. parce que alors, j'ai vécu ma maternelle en Haute-Savoie. Ok. J'ai souvenir de l'école entre les montagnes, des petites fleurs dans la cour. Un très bon souvenir. Euh, j'ai des mauvais souvenirs aussi, notamment en hiver, le fait de porter des combinaisons et de pas réussir à les mettre tout seul, et de pas forcément avoir le coup de main des enseignants et Ouais, ouais. enseignantes. Mais sinon, non, très bon souvenir de la maternelle. Et avec les autres, ça se Euh, passait bien aussi. avec qui, pardon? Les autres élèves. Avec les autres élèves, j'ai un seul souvenir qui est assez étonnant. Je pense que c'est le début des souvenirs sur qui je suis et sur ma réflexion sur moi-même. Euh, je me souviens d'une fois dans la cour, avoir, pendant une récré, mangé des fleurs Ok. et que ce soit bizarre pour tout le monde sauf pour moi. D'accord. Tu sentais déjà à l'époque une sorte de différence avec les autres? Ouais. Ok. Ok, ça marche. Sans que je puisse même longtemps après comme ça vraiment l'expliquer. Ouais, ouais, ouais. Encore que j'ai eu des éléments de réponse récents qui peuvent expliquer ça, mais tu vois, un des seuls souvenirs très précis de la maternelle que j'ai, c'est ce sentiment déjà de décalage un petit peu à l'époque avec ce qui était normal, pas normal.
Ok. Mais t'avais quand même des amis et t'étais assez inclus avec les autres. Euh, ouais, bien sûr, bien sûr, bien Ok. sûr. Ça a duré globalement. Je prends un petit peu d'avance dans l'histoire, mais Ouais. toute ma vie jusqu'aux premiers problèmes qui sont arrivés à l'époque du collège, quoi. Ok. Mais je prends pas trop d'avance, je te laisse Ouais, ouais. Et mener ça. ok. Après, du coup, on arrive en primaire. Est-ce que le changement entre maternelle et primaire, t'as des souvenirs où ça a été difficile ou la primaire s'est très bien déroulée aussi? La primaire s'est très très bien déroulée. Il y a eu un changement majeur donc de région. Ok. Je suis passé des montagnes à la Loire-Atlantique. Euh, j'ai fait ma dernière année de maternelle dans la région nantaise. Ok. Et ensuite, non, très très bonne expérience du passage à l'école primaire jusqu'à la fin de la scolarité. J'ai d'ailleurs des très bons souvenirs de mes passages, de mes changements d'école. D'accord. C'est-à-dire rentrer en primaire, ça a été vraiment chouette de ce que je me souviens. Et j'avais vraiment hâte aussi d'entrer au collège. Euh, Ok. donc oui, assez bon souvenir. Je me souviens d'avoir été quelqu'un d'assez au centre de l'attention dans la cour de récré, tu vois. Ok. C'était pas quelque chose qui t'angoissait de changer d'établissement ou de passer un cap supérieur. Au contraire, t'as un très bon souvenir Pas du là-dessus. tout. Ok. Et au niveau scolarité en primaire, comment ça se passait? Est-ce que t'étais un bon élève? Est-ce que tu te plaisais à l'école? Si je me plaisais à l'école, je sais pas répondre. Ok. Par contre, je sais te dire que j'étais pas un bon élève parce que je mettais pas d'effort dans ma scolarité. Ok. J'étais très souvent puni et donc exclu des classes. Euh, euh, et la classe qui m'a laissé le plus de souvenirs, c'est la dernière année de primaire, le CM2, que j'ai passé à me balancer sur ma chaise parce que Ok. j'étais dos au mur. Donc, on avait une classe en U, Ouais. donc tout le monde était plus ou moins dos au mur, mais j'étais la personne qui passait son temps sur les deux pieds arrière de sa chaise plutôt que collé au bureau, quoi. Ce qui fait que j'avais des résultats moyens, mais sans fournir aucun effort, donc c'était plutôt confortable. Et est-ce que tu t'ennuyais en cours? Qu'est-ce que tu ressentais pendant les cours? Pareil, j'ai pas vraiment de souvenir très précis de ça, mais je pense pouvoir dire sans me tromper que je m'ennuyais parce que le fait d'avoir été puni assez souvent et d'avoir été assommé de partir de la classe et de passer mes classes dans le couloir, euh, c'est parce que j'étais un élément perturbateur et je pense pouvoir dire sans me tromper que je m'ennuyais et que c'était la cause de mes exclusions. Ok, très bien. Et si je me trompe pas, en primaire, il y a eu un événement assez marquant dans ta famille. Il me semble qu'il y a eu le Ouais, décès d'un de tes proches. et effectivement, il y a eu le décès de mon premier grand-père de façon complètement soudaine quand j'avais 7 ans. Et du coup, comment tu Euh, l'as vécu? Moi, je l'ai bien vécu. Ok, Je me souviens avoir eu la présence d'esprit de me dire à ce moment-là, il faut que je sois triste, ouais, parce que la décence voulait que je sois triste parce que je venais de perdre un proche. tout à fait. Les jours qui ont suivi le décès de ce premier grand-père, donc à 60 ans tout pile, D'accord. euh, je me souviens avoir comme un petit peu monté un plan de montrer à tout le monde dans la cour que j'étais triste et m'être dit, bon, je vais m'asseoir là, je vais pas trop parler et tout. En fait, c'est un plan que j'ai pas du tout suivi. Ok. Moi, ça m'a pas marqué personnellement en tant qu'enfant. Euh, ça m'a marqué là, je me souviens de cet événement-là parce que précisément, j'avais remarqué que effectivement, j'avais pas réussi à être triste. Peut-être parce que j'avais pas assez connu cette personne-là et que c'était finalement assez abstrait, peut-être le décès à cette époque-là. Mhm. Tout à fait, t'étais jeune. Euh, ouais, 7 ans, c'est peut-être pour moi assez. C'était peut-être trop tôt pour être triste de la part d'un proche qui était pas si proche que ça finalement. Du fait d'être revenu dans la région assez tard et de ne pas l'avoir connu beaucoup. Mais non, ça m'a pas marqué. Par contre, à cette époque-là, ce qui a vraiment marqué mon enfance, c'est que, de fait, euh, c'était mon grand-père maternel.
Et ce décès a marqué ma mère. D'accord. Et à cette époque-là, en fait, tout a un peu changé pour moi parce que du fait d'avoir perdu mon grand-père, j'ai aussi quelque part un peu perdu ma mère. Ok. Et ça a changé mon quotidien. Ouais. Euh, la perte d'un parent a complètement altéré la façon dont elle interagissait avec moi et ça a changé des choses. Donc en fait, tu te souviens plus de la perte de ton grand-père parce qu'elle a entraîné la perte de ta maman? Non, l'inverse. Enfin, oui, non, t'as raison. Euh, je me souviens du changement de comportement dans la vie quotidienne de ma mère suite au décès de son propre père, en effet. Ok. En Est-ce que effet, en tu effet. as des petits exemples à nous raconter? Euh, ça, ma vie a commencé à être ponctuée par le fait d'être responsable de beaucoup plus de choses qu'avant. Mhm. Euh, enfin, d'être tenu responsable de beaucoup plus de choses qu'avant, en tout cas, de grosses crises, si je peux le dire comme ça, des engueulades assez fortes pour finalement pas grand-chose, pour des Ouais. comportements d'enfant, on peut dire, hein. Euh, à cette époque-là, ma mère s'est mise aussi à plus se lever le matin, ou en tout cas se lever pour me conduire au car scolaire, parce que je prenais le car, petit Mhm. village, enfin petit village, banlieue proche de Nantes, dans lequel il y avait des cars de ramassage scolaire. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait dans les centres-villes, mais en tout cas, c'était le cas pour moi. Euh, et je savais qu'elle passait ses journées au lit et qu'elle venait me chercher juste à l'école. Et par exemple, on ne mangeait plus ensemble le soir, quoi. Ça, c'est D'accord. aussi quelque chose qui a changé. Quand je dis que j'ai perdu ma mère à ce moment-là, c'était une perte à la fois morale, mais aussi physique, quoi. C'est que vraiment, c'est difficile à estimer, mais si je dis plusieurs années, je pense que je me trompe pas. Euh, physiquement, je la voyais plus, quoi. Ok. Ouais, Et quand donc. je la voyais, c'était plutôt inconfortable. Ok, parce qu'il y avait un véritable mal-être de son côté, et du coup, pour Ouais. assumer son rôle de mère, c'était beaucoup plus compliqué. C'était même si je pousse un peu la réflexion, c'était devenu impossible Ok. d'assumer ce rôle de mère, quoi. Du coup, toi, t'as dû prendre beaucoup plus de responsabilités envers toi-même. Ouais, Ok. ouais, ouais. Il y a une scène qui est assez marquante qui se passe la même année que le décès de mon grand-père, à 7 ans. Euh, on arrivait au beau jour, le genre de journée où il fait très froid le matin et plutôt doux de l'après-midi. Et je me souviens avoir dit à ma mère au moment de m'habiller le matin que j'avais envie de mettre un pantalon parce que j'avais pas envie de subir le froid du matin. Ok. Évidemment, étant enfant, ma mère choisit de m'habiller en short parce que c'était finalement quelque chose d'assez logique, étant donné que le froid du matin dure pas toute la journée et qu'ensuite il est très bon, quoi. Il s'avère que ce jour-là, dans la cour, en m'amusant avec mes amis sur un muret, je trébuche et je me râpe l'intégralité de la jambe à Ok. l'intérieur. Et donc, vraiment plaie immense sur toute la jambe. Et je me suis souvenu, et tu vois, je me souviens encore très précisément de cette scène, m'être dit, ok, si je m'en étais tenu à ma décision, euh, j'aurais mis un pantalon et cette blessure aurait été beaucoup moins grave, Hmm. parce que ma peau n'aurait pas été en contact avec le mur. Et si précisément je me souviens de cette scène-là, avec autant de force, c'est parce que c'est le moment où j'ai réalisé que j'avais passé le cap de prendre moi-même mes décisions à 7 ans, parce que ma mère était plus capable d'être là pour moi, quoi. C'était plus un parent. J'étais devenu à ce moment-là un peu mon propre parent et ma propre force de décision. À 7 ans, donc ce qui est extrêmement jeune. Ouais. Donc ça, c'est une conséquence directe du décès de mon premier grand-père. Ok. Le fait de me dire, ok, je suis quelqu'un de suffisamment doué d'esprit pour être indépendant. Je peux pas le faire parce que physiquement j'ai 7 ans, Oui, bien sûr. mais je peux penser à ce que je veux vraiment. Ce qui est prématuré finalement comme, Ah comme oui. comportement. Oui. Et au niveau de ta santé, tout allait bien? T'avais pas forcément d'anxiété? Est-ce que tu avais des signes précurseurs déjà à l'époque de ce qui allait se produire plus tard? Aucun. J'étais, comme je t'ai dit juste avant, j'étais un peu le roi de la cour à cette époque-là. J'ai des souvenirs assez incroyables d'avoir donné des concerts avec ma raquette de ping-pong au milieu de la cour.
à hurler jusqu'à en perdre la voix et que toute la cour soit autour de moi, que j'arrive à nouer des liens avec les plus grands comme les plus petits. Non, non, aucun signe d'anxiété. J'ai toujours été quelqu'un, en tout cas à cette époque-là, de très, très ouvert, très jovial, que- beaucoup de confiance. Effectivement. Du coup, ça, c'était la primaire. Donc après arrive le Mhm. collège. Donc tu m'as dit qu'il n'y avait pas du tout d'anxiété sur l'idée de monter au collège. Non, j'étais super heureux, au contraire, de changer d'école, d'arriver dans un nouveau lieu, de changer ouais, d'univers, quoi. Et, De passer à l'étape supérieure. et est-ce que tu peux nous J'ai décrire... oh, pardon, vas-y, continue. j'ai un très bon souvenir de mon entrée en sixième. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu l'établissement? Est-ce que c'était un grand établissement? Quelle ambiance il y avait? Quel souvenir, toi, t'en as de cet établissement-là? Hum, Est-ce que c'est un grand établissement? Non, pas que je sache. Je crois qu'on est à peu près 500 élèves. Ok. C'est un établissement des années 70 ou 60, assez vieux, vraiment pas en très bon état. Euh, J'y étais retourné d'ailleurs à l'âge adulte pour je sais plus quelle raison, peut-être récupérer un document. Et c'est un bâtiment qui a un petit peu changé. Il a eu un petit lifting, mais non, pas très accueillant. Enfin, la représentation qu'on peut se faire d'un bâtiment des années 60, quoi. Ouais. Et au niveau de l'ambiance entre les élèves, ça se passait bien? J'aurais tendance à dire non. Ma réponse réflexe, ça aurait été de dire oui, mais non, 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 il y avait des clivages. Ok. Il y avait des clivages entre élèves. Ok, très bien. Euh, la population, le fait que ce soit un établissement de banlieue nantaise, quand je dis banlieue, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment Oui, oui, périphérique, quoi. il n'y a pas de souci. Euh, Regroupait des élèves d'un peu partout, en fait. Euh, je, 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 je pense qu'il y a moins de clivages dans les établissements nantais, de grandes villes en tout cas, euh, d'hypercentres, du fait de la proximité euh, symboliques des élèves. Là, je pense qu'on avait une trop grande diversité d'élèves pour que ce soit vraiment soudé. Ok. Et du coup, au début de ton collège, au niveau scolarité, ça se passe toujours bien, entre guillemets, ça veut dire que tu fais pas plus d'efforts que ça, mais tes résultats restent corrects. Euh, sans que je m'en souvienne, je pense que la réponse c'est ça. Ouais. Ok. Euh, à mon avis, j'ai pas changé radicalement de comportement à l'entrée au collège. D'ailleurs, si je me souviens dans mes bulletins, un ou une de mes profs qui avait écrit ne pourra pas se reposer sur ses acquis toute sa vie. Ouais. Et en fait, c'est exactement ce que j'avais fait toute ma vie. Et globalement, ce que je continue de faire encore, je fournis pas d'efforts surhumains. Donc, quand j'acquiers une compétence, je surfe dessus au maximum. Et quand je vois que c'est épuisé, j'essaie d'en acquérir de nouvelles. Même si je suis très très curieux, je fournis pas d'efforts incroyables euh, pour développer des compétences, quoi. Même si, au final, je suis quand même touche à tout et beaucoup de choses m'intéressent. Et quand quelque chose m'intéresse, je prends un petit peu d'avance dans ma vie, mais j'essaie d'aller au fond des choses. Ouais. Mais globalement, oui, non, l'entrée au collège marque pas un changement radical de comportement vis-à-vis du travail que je fournis. Et au niveau relation Et, avec les autres, ça se passe toujours bien. et ben, c'est ce que j'allais dire, justement, ça marque pas non plus un changement radical de ce côté-là. C'est qu'il y a plus d'élèves, mais je suis toujours la personne qui s'entend bien avec tout le monde, qui est au centre de l'intérêt. Voilà, donc à ce moment-là de ta vie, il n'y a rien qui annonce encore ce qui va se passer. Non, aucunement. Aucunement, aucunement. D'ailleurs, les souvenirs que je t'ai racontés qui concernent ma mère quelques années auparavant, euh, ne vont pas jusque-là. C'est-à-dire que je pense que même à ce moment-là, ma mère s'est un peu remise de la perte de son parent. Ok. euh, et j'ai une vie qui passe comme un adolescent plus ou moins classique, quoi. Jusqu'à, et là peut-être que je devance un peu ta question, jusqu'à la perte de mon deuxième grand-parent. Ok. Bah, je veux bien Est-ce que que... c'était... Ouais, non, je veux bien que tu poursuives là-dessus. Eh ben,
Au moment où je perds mon deuxième grand-père, donc mon grand-père paternel à ce moment-là, c'est quelques années plus tard, j'ai 12 ans, ou 11 ou 12 ans, je sais plus, hein, je suis en cinquième en tout cas. Ok, ça marche. Euh, et là, ça me fait un choc beaucoup plus important personnellement. Donc, j'ai pas besoin de réfléchir à comment être triste et comment le montrer, T'étais plus parce proche que de à ce lui? moment-là, je suis exactement beaucoup plus proche Ok, de mon grand-père parce que j'ai plus vécu de choses avec lui ouais. et que je me souviens que c'était une personne qui était vraiment aimante, qui soutenait beaucoup et qui avait déjà mis le doigt à ce moment-là sur les problématiques de ma famille proche, enfin, c'est-à-dire de mes parents. Ah, je n'ai pas précisé ça, mais je suis l'enfant unique de mes parents. Mhm. Euh, et cette personne-là avait enfin, avait un recul suffisant pour dire, bon, bah, le gamin, là, donc moi, il faut s'en occuper plus, il faut plus attentif, quoi. Mhm. Et ça me revient maintenant, enfin, ça m'est revenu beaucoup plus tard, mais à ce moment-là, c'est vrai que en tant qu'enfant, je percevais sûrement pas autant de choses ce Bien que peut sûr, percevoir un adulte. tout à fait. Donc ouais, c'était quelqu'un de très très aimant et avec un peu de recul, je peux dire presque mon seul soutien familial à ce moment-là. Et donc la perte de cette personne-là me fait à moi en premier un choc immense. C'est-à-dire que je suis vraiment triste. Mhm. Je me souviens à ce moment-là, je récupère la gourmette qu'il portait, je la mets à ma taille et puis tu sais, je la mets à mon poignet et je la quitte pas, quoi. Je garde une trace de mon grand-père au quotidien sur moi. Là où ça marque vraiment un tournant dans ma vie, par contre, c'est que, un peu comme ça l'avait fait quelques années auparavant avec ma mère, euh, je, là, je perds mon deuxième parent. Mon père, à ce moment-là, est lui non plus capable d'assumer son rôle de père et devient l'enfant triste qui a perdu un parent, ce qui est tout à fait normal. Et moi, je perds mon deuxième parent. Ok. Euh, Est-ce que du coup, donc si, comme est-ce que du coup, comme avec ta maman, ça se manifeste par une absence physique et en même temps du père? alors moins, beaucoup moins, parce que mon père à ce moment-là ça faisait plusieurs années qu'il devait assumer son rôle de parent, étant donné que j'avais ma mère Ouais, tout à fait. qui était aux abonnés absents. C'est la majorité des souvenirs que j'ai entre mes 7 et mes 12 se font avec mon père. C'est avec lui que je sors, c'est avec lui que je fais, je sais pas, des promenades, des Mhm. cinémas, des musées, ce genre de choses. Je dis pas partir en vacances parce qu'on n'est jamais parti en vacances, mais c'est avec lui que je fais des activités, quoi. D'accord. Et au moment où je le perds, enfin où lui perd son parent, euh, tout ça, ça se termine un peu, quoi. Ou alors ça périclite. Ça devient beaucoup plus confus. Il, il est obligé d'être présent parce que c'est un rôle qu'il a endossé plusieurs années auparavant. Donc je le perds pas physiquement, par contre, il commence à boire de l'alcool, et bah, d'ailleurs à boire de l'alcool. Je fais rien d'autre de plus que ça, mais c'est sa façon de sombrer, quoi. Et là, ouais, moi je me retrouve en quelque sorte livré à moi-même, Mhm. euh, avec deux parents qui vivent leur souffrance comme ils peuvent et qui d'un seul coup n'assument plus en fait le fait d'avoir un enfant, quoi. Donc, quelque temps après avoir perdu du coup ce deuxième grand-père, il y a eu un peu un jour marquant où tout a commencé, si je me trompe pas. Exact. Et donc ce jour marquant, il commence à l'école, en effet. Donc moi qui étais, comme je te disais, l'enfant insouciant donc avait déjà pris des décisions importantes dans sa vie, mais qui quand même vivait une vie d'enfant avec des facilités scolaires, une certaine forme de liberté quand même. Euh, à la fin d'une journée de cours, il restait deux cours. Il se passe un événement complètement anodin dans la vie de n'importe qui. C'est qu'en plein cours, j'ai une envie d'uriner. Et à ce moment-là, bon, ça perturbe évidemment mon cours, ça prend toute mon attention comme n'importe quelle envie d'aller aux toilettes. Euh, et je me souviens que j'ai passé mon cours à demander à mon voisin de derrière qui avait une montre quelle heure il est. J'avais Ok. pas de montre à ce moment-là. Ça,
Quand j'y pense, d'ailleurs, ça participe un petit peu à la liberté d'enfant que j'étais, c'est que j'y vivais au rythme de ce qui marquait mon quotidien, quoi. Il y avait pas besoin de montre. Effectivement, un enfant n'a pas besoin forcément d'avoir l'heure, quoi. Euh, Là, le fait de pas savoir quelle heure il était, c'était un problème parce que je n'arrivais pas à gérer mon temps, quoi. Pas possible, est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin du cours? C'est vraiment une envie pressante, quoi. Je demande plein de fois à mon voisin derrière, qui commence à d'ailleurs être saoulé parce que je perturbe le cours, quoi. Quelle heure il est? La cloche sonne, et là, je dis au prof qui avait remarqué que j'étais pas bien, je peux pas marquer les devoirs pour la semaine prochaine, est-ce que je peux y aller et profiter de l'intercours, quoi. Il me dit oui, oui, vas-y. Donc j'y vais. Je vais aux toilettes, j'urine donc, et je retourne chercher mes affaires le temps de l'intercours, et je passe au dernier cours de la journée. Donc là, Là, quelques minutes plus tard, pareil. toi, tu pensais que c'était normal. Tu t'es pas Ah, posé plus. c'était complètement normal, c'était vraiment, je sais pas, si j'invente un peu l'histoire, j'ai oublié d'aller aux toilettes à l'intercours précédent, Ouais, ouais, ouais. et là, 1 heure de plus, c'était trop pour ma vessie, et il faut que j'y aille, quoi. Ok. Donc tu reviens en classe, tu enchaînes avec l'autre cours et C'est rebelote. exactement. Euh, et là, il se passe pareil. Dernier cours de la journée, il se passe exactement pareil. Donc, c'est pas grave, peut-être ça arrive, j'en sais rien à ce moment-là, tu vois. Je demande à la prof si je peux sortir. Elle me dit oui, évidemment. J'y vais. Et déjà, ça commence à être interpellant parce que 2 fois de suite, c'est ouais, pas forcément normal, quoi. Je retourne en cours et dans les quelques minutes qui suivent, dans les 10-15 minutes, pareil. Ok. Là, je vais à l'infirmerie. Là, je comprends qu'il y a quelque chose qui est pas normal, mais que j'identifie pas, je sais pas pourquoi. Mhm. Et là, la journée se termine comme ça, sur quelque chose qui aurait pu être tout à fait anodin et qui finalement l'était pas tant que ça, quoi. Du coup, t'as été à l'infirmerie Et ouais, et l'infirmière scolaire, qu'est-ce qu'elle t'a dit? ah, aucune idée. Ouais, tu te souviens Euh, pas. non, pas du tout. Elle m'a gardé parce qu'elle voyait bien que c'était pas, ça pouvait être problématique, mais rien d'alarmant à ce moment-là, quoi. Et est-ce que du Je me coup, souviens juste ouais, que je ouais. suis pas rentré en cours. Est-ce que du Excuse-moi, coup, à dis-moi. l'infirmerie, t'as continué à avoir cette envie d'uriner ou est-ce que ça passait parce que t'étais plus en classe? Ah, bonne question, j'ai pas souvenir de ça. Ok. Euh, mais je me souviens avoir du coup passé La fin du cours à quelques. l'infirmerie. Bah, de- je prends un petit peu d'avance, mais du coup, le lendemain, Ok. ce phénomène se reproduit. Ok. Dès le Et à premier chaque cours? cours. Ok. Euh, pas sans certitude, mais probablement que oui. En tout cas, je passe une journée du lendemain absolument affreuse à cause de ça, quoi. Et Et le les jours soir? suivants, et les jours suivants, et toute ma scolarité ensuite, quoi. Et le soir chez toi, le premier soir quand t'es rentré, est-ce que cette envie d'uriner, elle est revenue aussi ou comme t'étais à la maison, tout allait bien? J'ai pas de souvenir aussi précis, Ouais. mais je pense que non. Parce que ça a mis vraiment du temps à se propager Dans jusqu'à ta ma vie sphère privée. privée, Privée. exactement. Ok. Donc du coup, ça se poursuit sur les jours suivants. Je Ça se suppose, poursuit sur les... je suppose que du coup, il y avait que ça dans ta tête. T'étais focus là-dessus. Ouais, et puis surtout, je comprenais pas ce qui se Bien sûr. passait. Pourquoi ça, quoi? Euh, C'était le moi enfant que j'étais comprend pas ce qui lui arrive. Ok. Du coup, à ce moment-là, t'as 12 ans, t'es en cinquième, c'est ça? Ouais, je suis en cinquième, ouais. Ok. Euh, et là, c'est le début ouais, bah, des moments où je dois fournir des efforts, quoi. Moi, comme je te le disais juste avant, qui n'ai jamais fourni d'efforts pour être un enfant jovial, sociable, qui a des résultats scolaires moyens, mais sans fournir d'efforts, comme je te disais, ça m'allait très très bien. Là, pour rester moyen, pour rester à un niveau de sociabilité acceptable, là, d'un seul coup, je dois fournir des efforts, quoi. Et ça, c'est nouveau. Et forcément, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que je deviens assez vite le l'enfant qui perturbe le cours, parce que forcément sortir des cours, ça perturbe tout le Ouais, monde. tout à fait. Ça perturbe autant mes camarades de classe que les instituts, enfin les professeurs, qui voient ça un peu d'un mauvais œil, quoi.
Euh, je Est-ce me que souviens t'en parles d'ailleurs même avec eux? pas, non, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je n'ai pas besoin d'en parler. Ok. Euh, l- Là où j'ai besoin d'en parler, les premières fois où j'ai besoin d'en parler, c'est quand je change de classe l'année suivante, quand je passe en quatrième. Là, j'annonce à des profs qui me connaissent pas, bon bah voilà, ma vie elle se passe comme ça et il faudra me laisser sortir de cours, quoi. Et comment eux, ils réagissent? Est-ce qu'ils sont super bienveillants ou est-ce qu'il y en a certains qui tiquent un peu? Non, il y a, il y a, disons, trois comportements un peu de type. Il y a ceux qui sont bienveillants, en effet. Il y a ceux qui s'en foutent, Ok. qui me disent oui, oui, t'as même pas besoin de lever la main, tu sors discrètement puis c'est bon, quoi. Donc ceux-là m'accordent la liberté nécessaire pour vivre le mieux possible. Et puis il y a ceux ouais, que ça saoule et qui, voire même, refusent des fois, quoi. Ce qui Ah me met ouais, dans une position vraiment inconfortable. ah, tu m'étonnes. Surtout, ça doit te provoquer encore plus d'angoisse de savoir que t'es bloqué dans le cours avec cette Ouais, envie d'uriner. carrément, c'est comme un cercle fermé, c'est comme une boucle de je suis stressé, donc j'ai des envies d'uriner, Mhm. et ces envies génèrent du stress, et c'est infini, quoi. Et par rapport aux autres élèves, est-ce que tu arrives à en parler à tes camarades, à tes amis? Euh, non, assez peu, non, non. Je deviens à ce moment-là l'élève un peu infréquentable parce que Ok, bah, tout ce qui touche à cette partie-là, à bien sûr. cet âge-là, c'est carrément la honte, quoi. Et donc, je garde deux, trois amis seulement et tout le reste qui était juste des camarades avec qui j'avais un peu la cote. Euh, tout ça, ça passe complètement à la trappe, quoi. Est-ce Donc qu'ils non, non. t'ignoraient ou est-ce qu'il y avait des remarques, des moqueries? Il y avait de la moquerie D'accord. euh, qui m'a toujours glissé dessus. Ok, ça t'impactait pas. Non, ça m'impactait pas parce que je savais que c'était de moi à moi, tu vois. Mhm. J'allais à l'école le temps que je pouvais aller à l'école. Euh, et puis, c'était pas pour les autres que j'allais à l'école, c'était pour moi, quoi. Mhm. Et donc, les remarques, au final, ça a fait en quelque sorte que renforcer mon indépendance. Ok. Donc non, ça m'a pas impacté. Enfin, non, c'est mentir. Ça m'a impacté, évidemment, mais ça m'a pas. Euh, Ça t'a pas, entre guillemets, détruit. Ça n'a pas eu Non, un c'est ça. impact super négatif sur toi, comme le harcèlement peut en avoir. Exact. Ok. Je pense même finalement que les personnes qui m'ont soutenu ont eu un plus gros impact que les personnes qui m'ont pas soutenu parce que en- il y avait une espèce de gêne d'être soutenu par des gens qui m'apprécient et de pas pouvoir honorer ce soutien, quoi. Ah, donc tu veux dire qu'il y a eu... Genre les gens qui te soutenaient, ça te provoquait un impact négatif? Alors c'est un peu abusé de dire ça comme ça, mais oui. Ok. Euh, Parce que le fait de vivre mes problèmes en me confrontant à des gens qui comprennent que c'est des problèmes et qui du coup presque s'en moquent, euh, ça, ça faisait que je devais rien aux personnes qui se moquaient. Oui. Et que ça me gênait pas de les perturber dans leur quotidien. Parce que de toute façon, ils en étaient à un stade où il y avait de la moquerie, quoi. Mhm. Ça me gênait plus d'impacter dans le quotidien enfin, le quotidien de mes camarades qui, eux, comprenaient ce truc-là et qui essayaient de me soutenir. J'avais de la considération pour ces gens-là, quoi. Ok, ils avaient de l'importance pour toi et tu voulais leur apporter que du positif. Ou en tout cas, je voulais pas leur apporter de négatif. Ouais. Alors que euh, mais étaler un petit peu les problèmes que j'avais à ce moment-là sur une classe qui me considérait pas, je m'en foutais. Ok. C'était moins dur. Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce que, en dehors de ton envie d'uriner, il y avait d'autres symptômes? Euh, Au début, non. Ok. Au début, carrément pas. Euh, Qu'est-ce que Ensuite, le t'appelles le stress est... début? C'est à peu près une période de combien de temps? Le début, c'est la fin de la cinquième jusqu'au début de la troisième à peu près. C'est-à-dire que toute ma quatrième, je la passe dans une classe où il y a
c'est assez drôle. Euh, la- Ma classe de quatrième était composée de parias un petit peu, tu vois, Ok. de gens qui étaient vraiment qui travaillaient pas, quoi. Ok. Et moi, je me retrouve dans cette classe-là, un petit peu comme mis à l'écart des gens qui ont du potentiel. Mhm. Euh, ce qui est vexant, mais ce qui me permet finalement, comme j'ai pas de considération pour ces gens-là, de traverser la quatrième avec une espèce de sérénité que j'aurais pas eu si j'avais été dans des gens avec des gens que ça me gêne de perturber, comme je te disais juste avant, quoi. Ouais. Là, c'était de toute façon des perturbateurs de base. Euh, ça l'a fait. Ok. Euh, Là où j'ai commencé vraiment à galérer, c'est passage en troisième, où je me retrouve avec d'anciens camarades, avec des gens qui m'appréciaient, qui m'apportaient leur soutien, avec les amis du début en fait. Mhm. Et avec surtout la dernière classe avant le lycée. Ouais. Et moi à ce moment-là, vraiment, je commence à ressentir un stress intense ne serait-ce que me rendre à l'école. Euh, c'est une époque où j'habite à 500 mètres du collège, donc je mets 5 minutes à pied à y aller, et c'est les 5 minutes les plus dures du début de journée, quoi. Mhm. Je m'empêche de manger le matin parce que j'ai trop peur d'avoir des nausées en classe, tellement je suis stressé. Je calcule tout. Euh, quand je m'installe en classe, je fais en sorte d'avoir un accès direct à la porte de sortie, ce genre de choses. Et vraiment, vraiment, ça impacte c'est plus juste une envie d'uriner, c'est une espèce de stress général qui s'est étendu d'ailleurs pas que à l'école, mais à l'ensemble du monde extérieur, quoi. Quand je vais chez des membres de ma famille et qu'il y a un peu de monde, euh, même la famille, j'y arrive plus, quoi. D'accord. Ça Là, commence à à ce impacter ta moment-là, vie c'est plus que privée. l'école. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que ça progresse Jusqu'au... vite? Ah, est-ce que ça progresse vite? Ouais. Est-ce que à partir du moment où tu commences à tout calculer, c'est un cercle vicieux qui va super vite et ton état se détériore rapidement? Euh, bah, au moment où vraiment ça s'extériore, ça fait déjà à peu près 1 an et demi, Ouais. 2 ans que ça a commencé. Et je suis obligé de creuser dans mes souvenirs. Je dirais que oui, ça va plutôt vite parce qu'il y a une espèce de passage assez linéaire où en quatrième, j'ai des problèmes, je les assume et ça roule. Le fait de passer en troisième avec l'approche du lycée, comme je te disais, je, c'est inconcevable de faire cette dernière année et de changer d'établissement avec ce bagage-là. Ok. Donc là, le stress engendré par le passage au lycée prochain euh, accélère ce que je ressens. Effectivement, le stress est accru et là, j'arrive plus à rien, quoi. Est-ce que tu as une appréhension au niveau du brevet également? Parce que le brevet, c'est des épreuves qui durent plusieurs heures dans des salles. Est-ce que tu y penses déjà? Non, je crois que j'y pense pas. Ok. Je crois que j'y pense pas parce que j'ai déjà pris ma décision je passe pas dans un établissement, j'allais dire supérieur, mais je passe pas au lycée avec avec un tel handicap. Il n'est pas question que je refréquente des nouvelles personnes dans un établissement qui fait 2000 élèves, et que je sois dans cette situation-là, mais à grande échelle. Donc, non, j'y pense pas et je prends la décision. C'est devenu trop dur à ce moment-là de, de m'opposer. Je t'avais raconté déjà l'histoire de la balance. Mhm. Dans ma balance, à ce moment-là, avant le passage en troisième ou avant l'approche du lycée, il y a moi et mes soucis de santé Tout à fait. et le monde des adultes. Et le monde des adultes a plus de poids sur mes soucis de santé parce que ce monde-là veut que j'aille à l'école parce que être scolarisé, c'est un devoir. Euh, et donc, je continue d'y aller. Et je lutte contre moi-même pour satisfaire Les adultes. euh, les adultes et leur injonction à être scolarisé. Ce qui est complètement normal quand on va bien. Mhm. À l'approche du lycée, d'un seul coup,
enfin, il y a une bascule assez marquée de le monde des adultes est plus fort, enfin, n'est plus assez fort pour, euh, pour me convaincre de lutter encore contre mes problèmes qui sont devenus trop importants. Et je décide d'arrêter ma scolarité à 14 ans, Ok. Comment tu... mi-troisième. Du coup, tu réfléchis même pas au brevet, tu réfléchis même pas à des portes ouvertes de lycée. Pour toi, c'est niet, tu fais une croix sur le lycée. Ouais, avec mon état physique et mental à cette époque-là, C'était plus possible. le lycée, c'est inconcevable. Ok. Euh, et continuer d'aller à l'école dans ces conditions où, en fait, j'arrive même plus à travailler. Enfin, Ouais. ces problèmes-là prennent vraiment tout mon esprit. Là, vraiment, en troisième, je vois que mes résultats, c'est même pas dégringolent, et ils n'existent plus, en fait. Euh, et donc, non, non le brevet, c'est même pas une question. En fait, j'arrête l'école avant même la préparation au brevet, quoi. Est-ce qu'il y a des adultes qui réagissent, des professeurs, le directeur de l'école, des infirmières scolaires, CPE, je ne sais pas, qui réagissent et qui se disent ok, cet enfant a besoin d'aide, ou même tes parents, ok, cet enfant a besoin d'aide, on va lui tendre la main, peut-être faire des examens médicaux, psychologues. Est-ce qu'il y a des choses qui sont engagées à ce moment-là? Oui, et les choses qui sont engagées d'ailleurs exactement proviennent de l'établissement scolaire. C'est-à-dire que mes parents à ce moment-là subissent le truc, mais prennent pas forcément la mesure de La gravité des choses. bah, ce qui fait que je vais voir un psy pour la première fois, c'est l'impulsion de l'établissement scolaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a assez vite après ma déscolarisation une possibilité de me faire venir que 3 jours par semaine sur des horaires où je peux éviter les gens, avec des espèces de cours particuliers qui finalement sont pas mis en place parce que vraiment, pour moi, j'ai dépassé même mes limites à ce moment-là. Euh, et comme l'établissement scolaire est plus en charge, enfin, est plus en capacité de me prendre à ce moment-là, enfin, d'assumer ma scolarité, le principal adjoint, euh, qui avait déjà organisé donc toutes ces réunions avec les profs qui auraient pu continuer d'assurer ma scolarité, convoque mes parents et leur dit bah il y a un... et donc me convoque aussi en disant il y a un service psychiatrique qui peut accueillir le temps de la fin de la scolarité de ma scolarité. Euh, Bon, j'ai mal construit cette phrase, mais tu vois, Ouais, il ouais, je suggère comprends. de m'envoyer dans un établissement psychiatrique adapté aux mineurs, Parce que eux savent du coup que le problème est tellement important qu'ils sont plus capables de le gérer. qui sont plus capables de, pardon. De le gérer. Et absolument personne n'est capable de le gérer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter ma scolarité. C'est que c'était devenu vraiment de moi à moi. Il y avait plus aucun poids suffisant extérieur à moi-même qui pouvait me convaincre de quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, je me retrouve finalement un petit peu à dire oui par obligation. Enfin, c'est même pas moi qui dis oui, c'est de toute façon il y a ce truc-là qui est suggéré. Il n'y a aucune autre solution. Euh, et je vais dans un établissement psychiatrique pendant 1 mois et demi ou 2 mois, vraiment sur la fin des cours qui me restaient, avec, bah, je sais pas, je sais pas comment décrire ça. Il y avait un intervenant qui venait faire des cours quoi à ce moment-là et qui d'ailleurs me propose de passer le brevet, mais comme j'étais pas référencé sur des listes officielles, je le passe, je l'obtiens théoriquement, mais en fait les résultats sont pas validés parce que je suis pas inscrit sur des listes. Donc tu vois, même en décrochage scolaire important et sans bosser, mes résultats me permettent d'obtenir de brevet, quoi. Ok. Euh, mais il est jamais validé à cause de mon absence Des listes. d'inscription. Ouais. Et le personnel, est-ce que du coup, quand tu étais dans cet établissement-là, est-ce que tu avais toujours cette envie d'uriner? Ouais. Ce Ouais, symptôme mais dont c'était tu plus parlais? gérable parce qu'on me demandait rien. On me demandait pas d'être enfermé dans un endroit pendant 45 minutes, ou 55 d'ailleurs, le temps d'un cours, puis dans un autre endroit pendant 55 minutes, puis il n'y avait pas d'obligation, c'était beaucoup plus libre. C'était affreux d'être dans un endroit comme celui-ci.
avec d'autres personnes qui ont plus ou moins mon âge et qui ont leurs problèmes et qui sont des fois soit gravement dépressifs, soit violents. Enfin, c'était un environnement, c'était une source de stress immense aussi que d'être là, mais finalement presque moins parce que j'en retrouvais un petit peu de ma liberté. Je me retrouvais indépendant comme ce que je voulais être et qu'on m'oblige pas à être quelque part. Et les adultes de cet établissement-là, est-ce que tu trouvais qu'ils t'apportaient plus d'aide? Est-ce qu'ils étaient plus compréhensifs? Quel lien t'avais avec ces adultes-là? J'avais des bons liens avec les adultes, même si ils se sont fait des idées sur mon cas, ils se sont trompés assez vite. Et d'ailleurs, moi, au moment où j'y rentre, je sais que je vais dans un endroit où personne ne peut rien pour moi, que je suis ma propre ressource. T'as déjà Et perdu que c'est pas espoir parce en fait, j'ai perdu espoir en la capacité des adultes à 7 ans, comme Ok. je racontais dans le début de l'histoire. Donc Ouais. à ce moment-là, je sais très bien que puisque j'ai pris la décision de me déscolariser, en m'opposant au monde des adultes qui est bien plus fort que moi, je sais, en rentrant dans ce genre d'établissement, qu'il n'y a aucune personne extérieure à ma propre personne qui pourra m'être utile. Et que je pourrais que laisser le temps au temps et m'en sortir par moi-même. Pas maintenant, mais un peu plus tard. Et du coup, Donc je comment... suis là un peu en transit, quoi, en Ouais. attente. Et du coup, à la fin de cette expérience, dans cet établissement-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Euh, T'étais à je la fin passe de les la deux troisième? derniers... Ouais, donc je passe les 2 derniers mois de ma scolarité du collège euh, à cet endroit-là. Il y a les vacances scolaires qui se passent Et comment se passent les vacances et scolaires? Est-ce que t'as... j'en ai aucun souvenir. Ouais, tu te souviens pas. Ok, ça marche. Non. Euh, mais du coup, l'école revient quand même à la charge en septembre en se disant bon bah on va réessayer. Et donc m'intègre dans une autre classe de troisième avec des gens qui me connaissaient forcément de réputation euh, parce que ma, ma situation s'était pas arrêtée aux portes des troisièmes. Euh, L'ensemble de l'établissement avait compris euh, mes difficultés, quoi. Et donc, je me retrouve avec des quatrièmes, enfin, nouvellement troisièmes, qui savent déjà qui je suis et qui, en fait, et que je connais pas et qui, globalement, veulent pas de moi dans leur cours, quoi. Et, et moi, je veux pas être avec eux non plus. Ok. Donc, il y a une maigre tentative de réinsertion scolaire qui se fait en courant septembre. Et puis, comprenant que c'est pas possible, là, je suis complètement laissé à l'abandon, quoi. Et donc, entre mes 14, début de mes 15 ans, et la fin de mes 17, 18 ans, fin 17, début 18, pendant 3 ans et demi, 4 ans, je suis, je suis chez moi, je suis dans ma chambre d'adolescent. Ok. Et, je nourris mon intellect en apprenant à jouer de la guitare, en postant des messages à longueur de journée sur des forums avec des gens avec lesquels je discute, et où mes stimulations passent pas par ma stimulation sociale à ce moment-là passe par l'écrit, quoi. Et c'est une formule qui me convient parce que je j'ai pas besoin de me confronter à qui que ce soit pour exister, quoi. Tu te sentais pas isolé Je me sentais pas isolé à ces grâce personnes? à l'écrit et grâce aux gens que je côtoyais virtuellement, mais tout en sachant que c'était des vrais gens derrière l'écran. Et en fait, il y avait une espèce de camaraderie qui s'était créée, chose que j'avais perdue dans ma vie quotidienne à l'école, quoi. Ok. Et est-ce que du coup les symptômes d'envie d'uriner persistent même chez toi? Euh, un peu. Et quand je comprends que c'est mon environnement sain, non, ça disparaît. Par contre, je me souviens d'une amie, même de deux amis qui sont venus me rendre visite un jour après l'école, à l'improviste. Ok. Et c'est le genre de situation qui a généré, qui a rappelé un petit peu ce souvenir-là, quoi. Euh, C'est-à-dire que leur présence dans un environnement qui, moi, m'était confortable,
euh, a fait que c'était plus du tout confortable. Mhm. Tu savais que tu pouvais être Et dérangé dans ouais, et ton puis petit c'était accentué environnement. par le fait aussi que c'était des gens que j'estimais. Il y Ok. a une de ces deux amies d'ailleurs avec lesquelles je suis encore en contact. Aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. On s'est retrouvés récemment. Euh, et le fait d'estimer ces gens-là et comme je te disais un petit peu plus tôt dans l'entretien, vouloir un peu satisfaire l'amitié que ces gens portaient, et ben ça génère du stress parce qu'elles sont chez moi et moi je suis pas capable à ce moment-là de les accueillir comme un adolescent normal, quoi. Mhm. Et ça c'est stressant et ça me met dans une position vraiment inconfortable de merde. Euh, Il y a un fossé qui se creuse, quoi. Et du coup, est-ce que tu... Enfin, comment t'occupes tes journées? Parce que tu restes chez toi. Tu nous as parlé de musique, de guitare. Ouais, ouais, j'apprends à jouer de la guitare. À ce moment-là, je consacre de longues heures par jour, des fois des journées entières à apprendre à jouer de la guitare. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, ce qui est un, un de mes éléments de sociabilité important. Parce que je joue avec les gens à qui je discute sur Internet, ou parce que j'ai un casque qui me permet de discuter directement avec les gens qui sont derrière leur écran à partager la même activité que moi. Et globalement, ma vie se résume à ça, quoi. Beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de musique et beaucoup d'écrits. Et à ce moment-là, comment tu te sentais? Est-ce que tu étais dans un état dépressif ou non? Tu te sentais bien? Euh, non, je me sentais comme en attente, vraiment comme en stand-by, quoi. Ok. Euh, je- D'ailleurs, je dis comme en attente et précisément, je me sentais en attente. Je savais, j'ai pris conscience assez tôt que le monde des adultes me serait plus confortable parce que je pourrais assumer mon pouvoir de décision. Mhm. C'est-à-dire que les décisions que je pouvais prendre euh, dans la lutte en force, comme la déscolarisation, comme les vêtements que je mets quand je suis enfant, euh, ce seront des questions qui se poseront plus quand je serai adulte. Et donc j'attends de devenir adulte. En fait, c'est un peu un sas de transition vers le passage à l'âge adulte, quoi. Et à assumer pleinement mes décisions. Et donc, à ce moment-là, non, je me sens pas dépressif. Donc, effectivement, j'ai commencé à voir un psy qui m'aide ponctuellement. Disons qu'il y a une espèce d'éclair de génie tous les ans avec ce psy-là, ce qui est pas du tout constructif. Mhm. Euh, Par rapport à des psys que j'ai pu voir récemment qui m'ont bien plus aidé. Euh, enfin, aidé. Soutenu dans mon cheminement, en tout cas. Euh, mais non, en fait, je laisse le temps passer à ce moment-là. Je laisse le temps passer, je le mets un peu à profit pour apprendre des choses. T'as énormément d'espoir dans le futur en fait. Ouais, c'est ça. Et je sais pas lequel, mais je diffère un peu les inquiétudes que les adultes de mon entourage, donc les parents, modérément, parce qu'ils sont un peu habitués à la situation et ils ont compris très très vite qu'ils ne pourraient rien faire, mais les deux grands-mères qui me restent, euh, elles sont hyper inquiètes et Mhm. souvent me confrontent à ma situation. Elles me disent, ah bah il faudrait que... Oui, d'accord, je sais, mais le temps n'est pas venu encore. Ok. Et, euh, et le temps est venu d'ailleurs, précisément grâce à une de mes grand-mères, où à l'approche de mes 18 ans, ça commençait à aller beaucoup mieux et je sentais que à l'extérieur ça allait, je pouvais sortir plusieurs heures, je pouvais revoir des gens et pas me sentir dans un milieu hostile à l'extérieur de chez moi. Et j'ai une grand-mère un jour qui me dit ah bah ça va beaucoup mieux, ça se voit, t'as remonté la pente. Est-ce que tu irais pas voir dans un, un centre de formation qui s'appelle l'école de la deuxième chance, dont une voisine m'avait parlé. Et jusqu'à ce que ma grand-mère m'en reparle, moi j'avais encore une fois différé ce truc-là. On m'en avait parlé plusieurs fois et j'avais dit oui, oui, j'irai voir. C'est par là que je reprendrai pied sûrement. Mais c'était un peu pour avoir la paix, quoi. Quand on m'en parlait de ce truc-là, j'étais au courant que ça existait, mais je disais oui pour calmer les esprits, quoi. Et
Donc j'ai une grand-mère qui me parle de ça et je lui dis oui, ok, je vais y aller. Et ce qui me fait y aller, c'est le fait de tenir parole. C'est que j'aime pas dire des choses en l'air et quand je dis quelque chose en général, je m'y tiens. Et là, symboliquement, je venais de dire oui à quelqu'un à qui j'avais dit non en fait toute ma vie. Et je voulais tenir parole. Donc je suis allé à cet établissement qui propose une formation d'orientation, l'école de deuxième chance. Et c'est grâce à ça que j'ai repris pied, à 18 ans. Ok. Donc directement dans le monde des adultes, quoi. Mhm. Des presque adultes. Est-ce que ça a été difficile? Ça a été très très difficile, ouais. Une des choses qui a été difficile, ça a été le décalage que j'ai pu ressentir avec les gens qui n'avaient pas passé 4 ans d'isolement total dans la période, dans la tranche d'âge où c'est le plus important de sociabiliser. Entre mes 14 et mes 18 ans, j'avais pas connu toutes les relations sociales qu'on découvre normalement à cet âge-là, quoi. Ouais, tout à fait. Je m'étais pas du tout construit au même rythme que les autres et finalement je ressortais presque, si je caricature un peu, de ma situation en ayant encore 14 ans, parce que j'avais pas vécu grand-chose depuis. Je m'étais nourri intellectuellement de choses que je pouvais trouver en ligne sur Internet. J'avais discuté d'un tas de choses avec des parfaits inconnus. Et je m'étais élevé d'une certaine façon. J'étais pas resté inactif intellectuellement, mais socialement, ça n'avait pas marché, quoi. Il s'était rien passé. Et donc, je débarque dans un monde où je connais pas les codes, où je sais pas comment agir, et où il faut que je découvre tout. Un peu sur le tard, quoi. Ouais. Et ça a été difficile. Et puis forcément, évidemment, je vais pas non plus bien comme ça en un claquement de doigts en sortant de chez moi. Donc tout le monde extérieur qui était hostile est toujours hostile. Le moindre de mes déplacements est hyper dur parce que prendre le bus, ça veut dire être enfermé dans un endroit que je contrôle pas. Le fait d'avoir le contrôle, c'est très important. Les déplacements en transport en commun, c'est affreux. Et d'ailleurs, je me suis mis au bout de quelques mois au vélo et j'ai découvert ce que c'était la liberté, quoi. Le fait de le vélo, ça a été très salvateur pour moi. Ça m'a beaucoup sauvé. Ça m'a permis de ressortir sans appréhender le fait de monter dans un transport en commun. Ça m'a permis de faire de l'exercice physique, chose que j'avais pas fait depuis des années. Et c'est encore quelque chose qui me suit aujourd'hui. Ça t'a Le donné vélo, la ça fait liberté. partie de. Ça m'a donné de la légèreté, ouais, et de la liberté. Et Pardon, donc, ouais, je t'ai coupé. ça n'a pas été de tout repos que de remettre le nez dehors après autant d'années Effectivement. d'isolement. Du coup, t'es resté combien de temps dans cet établissement-là? J'y suis resté le maximum, c'est-à-dire 9 mois. Ok. Sachant que c'est le genre d'établissement qui permet de faire des stages, en fait. Le principal argument de l'école de la deuxième chance, c'est de faire des conventions de stage pour les jeunes non diplômés, pour qu'ils puissent s'orienter facilement, professionnellement, en touchant un peu à tout, quoi. Et donc j'ai côtoyé des gens qui ont fait un stage et qui ont dit ok, c'est ça que je veux faire, et qui ont passé un diplôme et que j'ai vu 3 jours. La limite de temps étant de 9 mois, mais j'y suis resté le maximum parce que c'était ce dont j'avais besoin. Et pas nécessairement pour me découvrir professionnellement, mais pour vivre des expériences. Et ça a été une très bonne fenêtre pour me raccrocher à des expériences de la vie réelle qu'on me proposait et que, en quelque sorte, j'avais pas d'autre choix que d'accepter de mon plein gré, parce qu'il n'y a rien qui était forcé dans ce truc-là, mais je suis tombé dans un mode de fonctionnement où j'acceptais tout. Parce qu'il fallait que je vive, absolument, coûte que coûte. Malgré les difficultés, il fallait que je vive. Et ça a été un très très bon point de départ. Ça t'a permis de reprendre pied. Exactement. Et du coup, tu parlais de stages. Toi, t'as pu réaliser des stages du coup? Oui, dans ce que je venais de vivre pendant 4 ans, il y avait beaucoup de lectures. J'ai toujours été un lecteur, grand lecteur. Et donc j'ai fait notamment des stages en librairie et en médiathèque, dont un qui m'a permis d'avoir mon premier boulot ensuite. Ok. Il y a une librairie dans laquelle j'ai travaillé
qui m'a par la suite embauché à la sortie de l'école de la deuxième chance. Ce qui a été là aussi extrêmement utile, parce que j'étais un peu j'étais pas dans une lancée qui m'aurait permis, si j'avais pas été embauché quelque part tout de suite, de pas replonger. Probablement, et l'histoire on ne saura jamais, mais je pense que ça se serait passé si j'avais pas été embauché directement à ma sortie de cette session d'orientation. J'aurais pas su quoi faire et je serais retombé à l'état végétatif de l'année précédente, quoi. Et du coup, est-ce que pendant ces périodes de stage, tu te sentais bien ou les symptômes que tu as connus au collège ne sont pas réapparus au stage? Si, je les ai gardés longtemps, encore Ok. aujourd'hui d'ailleurs, 15 ans après, quand je suis pas à l'aise dans un bus, par exemple. Pas Ok. du tout. Alors, je prends les transports en commun assez naturellement, mais si ça devait rythmer mon quotidien, en fait, je le ferais pas. C'est précisément pour ça que je fais toujours du vélo, c'est parce que je veux m'épargner du stress inutile et d'ailleurs de la perte de temps. Euh, il y a des gens qui sont très à l'aise dans les bus parce que ça leur permet d'avoir du temps de repos. Moi, au contraire, le temps de repos, je préfère le prendre chez moi que dans un transport en commun, quoi. Bien sûr. Euh, et donc, non, j'ai gardé. Je me suis battu contre ces symptômes-là pendant la décennie qui a suivi. Encore aujourd'hui, ouais, comme je te disais, il y a encore quelques petits restes. Je suis pas à l'aise partout. Et à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment encore important, quoi. Ça faisait seulement 1 an que je sortais de chez moi. Mais ce qui a été le plus difficile à surmonter, finalement, c'était mon décalage social. Le fait de ne pas savoir agir en société, moi qui étais déjà un enfant jovial mais bizarre, là j'étais juste un adulte bizarre, quoi. Ok. Ça a pris quelques années avant que je comprenne plus les codes de la société, et il y a encore d'ailleurs encore des décalages, hein. Et il y aura d'ailleurs toute ma vie des décalages, du fait de ma propre personne, quoi, de mon parcours. Quand on parlait précédemment, lors de la semaine dernière, on a, on a discuté du coup de ton expérience dans ce dernier établissement et surtout d'une Mhm. phrase que tu avais dit une des intervenantes pendant une pause. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, merci de remettre ça sur le tapis. Effectivement, ça a été la phrase que tu évoques, un des moments clés de mon développement et de ma reconstruction. Euh, donc si je remonte un petit peu le temps, le fait d'avoir arrêté l'école à 14 ans, et prématurément avant la fin de la troisième, ne m'a pas permis de passer l'ensemble des diplômes nécessaires à la vie d'adulte. Donc le brevet, on a parlé, mais ça ne m'a jamais impacté. Par contre, le BSR, enfin l'ASSR 2, qu'on passe en troisième et qui permet ensuite de passer le permis, ça, je ne l'ai pas passé. Et arrivé à 18 ans, un des projets que n'importe quel jeune adulte peut avoir, c'est de passer le permis. Et moi, j'étais limité par l'absence de ce diplôme-là. J'ai découvert qu'il y avait des organismes de formation qui permettaient de de passer ce BSR, mais à raison de 2 sessions par an et dans des lieux spécifiques, quoi, dans lesquels il fallait se rendre. Et ça, j'en avais parlé à une de mes formatrices et je lui avais dit, mais ça me stresse dans l'état dans lequel je suis, d'aller à ce truc-là, d'être pris par l'ensemble des problèmes que je transporte encore, et de pas pouvoir rester pendant 1 heure et demie dans une salle à répondre à des questions. Parce que si je sors, les questions ne vont pas m'attendre et forcément, je devrais attendre, moi, la prochaine session qui sera que dans 6 mois et ça va retarder tout le processus de passer le permis, quoi. Et donc, c'était pas le fait de passer un examen qui me stressait, c'était le fait d'être dans une salle enfermée avec des gens et dépendant d'un timer et de questions qui passent que je peux pas passer moi-même très vite, quoi. Et ça, j'en parle à une formatrice et elle me dit, mais le plus nonchalamment du monde en fumant sa clope à l'extérieur, elle me dit, mais Benjamin, c'est comme ça que tu fonctionnes. Vas-y en étant stressé. Et elle m'a dit ça,
presque en s'en foutant à quel point je pouvais être anxieux à propos d'une situation que j'imaginais finalement quelque part, que j'imaginais bien, mais qui dans ma tête et pas dans la réalité me générait du stress, quoi. Et ça a débloqué quelque chose, en effet. Je me suis dit, elle a raison. Cette petite phrase anodine de c'est comme ça que tu fonctionnes m'a aidé à tout au long de ma vie et m'aide encore maintenant à me dire ok, j'ai des limites, j'ai plein de choses qui m'angoissent et qui pourraient être d'ailleurs limitantes, mais je vais pas m'empêcher de vivre ce que je veux vivre parce que je ressens du stress ou une anxiété forte. Je vais vivre tout ce que je veux vivre en ressentant ce truc-là. Et je vais m'empêcher de rien, je vais rien m'empêcher de faire. Et ça a été vraiment utile. Effectivement, c'est une phrase qui du coup t'a vraiment marqué et qui te conduit encore aujourd'hui. Et ouais. Mais, notamment, tu vois, j'ai dit que je t'ai dit que j'avais appris à jouer de la guitare. Une grande revanche que j'ai sur ce passage de ma vie, ça a été de jouer dans des groupes et de monter sur scène. Et si j'avais écouté mon anxiété, je serais jamais monté sur scène. Alors que précisément, ce dont j'ai le plus envie en jouant dans un groupe, bah, c'est de faire ça, quoi. C'est de donner des concerts, quoi. Et c'est un des bons exemples que je peux donner, c'est bah ouais, je vais faire mon concert en étant hyper stressé, mais ce sera jamais une limite. Je vais faire ce que je veux, en fait. Je vais faire mon concert, je vais faire des compétitions sportives, je vais aller dans tel lieu, je vais tout faire en acceptant que ce sera pas facile. Tu laisseras pas ton stress guider ta vie. C'est toi le maître Exactement. de ta vie. Ouais. Et du coup, donc là, tu parles de ta vie d'après. Donc, au niveau de ta vie sociale, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu arrives à te sentir du coup au même niveau que les autres? Parce que du coup, tu parlais que tu n'avais pas vécu socialement parlant tout ce que tu aurais dû vivre en étant adolescent. Est-ce que dans ta vie d'après, tu as le sentiment d'avoir réussi à rattraper? Comment ça se passe? Alors rattraper, c'est pas le mot. Mhm. Je pense que on- les gens qui ont un parcours comme le mien ou qui partent avec ce genre de difficultés, je sais pas si on rattrape. On part d'un peu plus loin. Euh, Bon, je sais pas répondre à cette question. Ce qui est étonnant et ce qui est finalement assez plaisant, c'est que oui, j'ai été accepté par les gens que je côtoyais à cette époque-là. Et peu de temps après, d'ailleurs, ma, entre guillemets, le fait d'avoir remis le pied à l'étrier à la vie sociale, j'ai rencontré des gens qui sont encore aujourd'hui mes amis. Donc, 10 ou 12 ans plus tard, aussi bizarre que je pouvais être à cette époque-là, bah, ça n'a pas rebuté certaines personnes et j'ai gardé quelques relations très très fortes aujourd'hui avec des gens de cette époque-là, quoi. Et au niveau de la sphère travail, du coup, ça t'a jamais impacté? Enfin, aujourd'hui, tu vis une vie professionnelle normale. Enfin, ça t'a pas... Euh, non, c'est quand même quelque chose qui continue de m'impacter parce que Ok. euh, alors dans la sphère travail, j'ai toujours globalement fait ce que j'ai voulu faire. D'ailleurs, au début de ma vie professionnelle, je me fixais pas forcément de limites et ce que je voulais faire, je trouvais un moyen de le réaliser. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est un peu plus limitant parce que j'ai vécu tellement d'expériences différentes que je me sens en fait un peu impacté par ce parcours de vie décousu. Toutes les expériences que j'ai vécues avaient un peu comme seul objectif de vivre, de rattraper le temps perdu. Mhm. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai signé beaucoup de contrats en disant ok, ça je veux le faire maintenant, je le fais parce que ça participe au fait que je veuille découvrir une multitude de choses et faire plein de choses différentes. Et c'est finalement assez satisfaisant parce qu'entre mes 20 et mes 30 ans, globalement, j'ai réussi à faire ça, quoi. J'ai passé les diplômes que je voulais passer, j'ai exercé les boulots que je voulais exercer, mais sur des périodes assez courtes. Et aujourd'hui, je me retrouve finalement presque limité par
une multitude d'expériences qui n'ont pas, qui ont pas consolidé de, euh, de, de compétences, presque. Je vois. Et ça découle un petit peu de ce parcours. Euh, si j'avais eu une adolescence linéaire en allant normalement au collège, normalement au lycée, puis en réfléchissant un peu tôt à ce que je voulais faire de ma vie, je me serais sûrement engagé dans quelque chose J'aurais eu sûrement plusieurs boulots comme aujourd'hui parce que ma curiosité aurait fait que, mais j'en aurais pas eu autant. Je me serais pas autant éparpillé. Et quand je dis éparpillé, c'est presque réducteur par rapport à ce que j'ai vécu parce que c'était pas de l'éparpillement, c'était une volonté de vivre. Et il y a ce petit truc-là aujourd'hui où je me dis, peut-être que ça me dessert. Donc professionnellement, ça l'a fait pendant 10 ans et là, à voir ce que sera l'avenir. Il n'est pas impossible que ça me dessert. Mhm. Mais pendant cette période-là, t'as profité, t'as vécu toutes les expériences que t'as voulu vivre. Ouais, ouais. Ah, j'ai vécu des trucs assez chouettes. Ce que j'ai préféré vivre, c'est que je me suis mis donc dans cette décennie d'apprentissage à la compétition sportive, cycliste notamment. Et n'ayant pas le niveau nécessaire pour accéder à des compétitions, moi, en tant que sportif, de haut niveau, parce que je courais en départemental, mais le haut niveau, c'était largement au-dessus de mes capacités physiques. Je me suis dit, bah, je veux quand même vivre des expériences dans le haut niveau, donc je vais être mécanicien. Et je touchais un petit peu dans la mécanique vélo déjà, et je me suis rapproché de l'équipe, et tu vois, avec le plus d'aplomb du monde, j'ai approché des équipes en disant, bah, c'est ça que je veux faire. Et je l'ai fait en poussant des portes, quoi. Et T'as créé toi-même tes opportunités. j'ai j'ai ouvert mes propres opportunités, en effet. Et ça m'a appris. Je sais pas si ça m'a appris, mais pendant longtemps, je me suis confronté finalement à très peu de mes propres limites. J'ai constaté pendant assez longtemps que ce que je voulais faire, je le faisais, et ça assez facilement, quoi. Euh, Ce qui était plutôt confortable. Ok. Et donc aujourd'hui, t'as 30 ans, t'as quand même de la distance avec tout ce que t'as vécu. Euh, Est-ce que t'as des conseils aujourd'hui à donner à des personnes qui vivent la situation que toi t'as pu vivre? Et bah, le conseil qui me vient en premier et qui est en rapport direct avec ce que je viens de raconter sur la création d'opportunités, euh, c'est c'est malgré les incertitudes, de faire les choses malgré tout. On peut jamais être sûr des choix qu'on fait, de la route qu'on va prendre. Ce qui est essentiel, par contre, c'est d'être sur une route. Ça, c'est mon premier conseil. Je connais, même parmi les gens parmi les adolescents qui ont un parcours classique, personne qui sait exactement où elle veut aller dans sa vie personnelle et professionnelle. Ce qui compte, c'est vraiment d'être quelque part, c'est toujours de faire. Être à un endroit, ça ouvre des portes. Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, pour les gens qui peuvent être un peu plus jeunes que moi et qui écoutent ça, bah, de se faire confiance et de laisser du temps au temps, quoi. Le, la résolution d'un problème, ça peut être demain, comme ça peut être après-demain, comme dans l'année prochaine. Euh, ouais, il faut se laisser un petit peu tranquille sur ses propres problèmes. Le temps résout beaucoup de choses. Et est-ce que t'as des Le temps couplé à y mettre un petit peu du sien quand même dans agir. Le plus grand risque, c'est l'inaction. Et je dis Ouais. ça pour avoir vécu finalement d'inaction. Euh, Même si j'ai mis à profit mes périodes d'isolement pour apprendre à jouer d'un instrument, par exemple, c'est le premier truc qui me vient et qui m'a servi dans ma vie d'adulte. Le fait de rien faire, c'est le plus grand danger. De rester sur place. Rester sur place. Et même se tromper de voie, c'est quand même avancer. Ouais, tout C'est à fait. mon plus grand conseil. Et du coup, pendant cette période-là, est-ce que tu avais des ressources, ou même aujourd'hui, est-ce que tu avais des ressources qui t'ont fait du bien, qui t'ont aidé?
Comme des livres, des Aujourd'hui, j'ai des podcasts? amis. Ouais, oui, t'as aussi euh, ton entourage, tout à fait. j'ai mon entourage que j'ai choisi. D'ailleurs, je parle pas de mon entourage familial qui a été assez peu une ressource. Euh, à l'époque, non. À l'époque, j'avais pas d'autres ressources que moi-même et que de faire confiance en le fait de laisser le temps passer. Euh, j'ai eu une ressource assez importante, même très très importante, euh, ces 3 dernières années. C'est mon ex-copine qui a mis le doigt sur quelque chose d'assez important, euh, qui m'a suggéré, et ça a pas été la première à le faire, mais c'est la première que j'ai écoutée, à l'école de la deuxième chance, déjà 10 ans auparavant, où on en avait parlé, que j'étais peut-être au potentiel intellectuel. Et c'est une hypothèse que j'avais balayée assez rapidement, enfin, sans prendre le temps de la considérer à chaque fois qu'on en avait parlé. Et cette fille-là, avec qui je suis resté 3 ans, qui avait dans son entourage des gens diagnostiqués au potentiel et qui voyait bien qu'il y avait des similitudes entre ces personnes-là et moi, m'a offert 2 bouquins. Et ça c'est vraiment très personnel. C'est pas vraiment une ressource qui Mm. peut convenir à tout le monde. Il y a un bouquin qui s'appelle Mieux vivre la douance de Olivier Guérin et un autre bouquin qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Sio-Faquin. Je pourrais te filer les références à l'écrit si tu veux. Si j'en parle, c'est parce que dans ces 2 bouquins, il y a des passages sur la déscolarisation et sur le fait qu'il y a une corrélation qui est enfin, qui est évidente entre l'enfant au potentiel et donc qui naturellement va être en décalage avec la société euh, et la scolarisation quoi. Il y a beaucoup plus d'enfants surdoués qui sont surdoués, c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est le terme générique, qui vivent une déscolarisation que Mhm. d'enfants qui sont finalement dans la norme, dans les cases, quoi. Et ça a été un des éléments qui m'a vraiment interpellé et qui là est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, quoi. Effectivement, c'est super intéressant. Donc je mettrai les ressources de toute façon dans la bio de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? J'ai l'impression d'avoir tout raconté de ma propre expérience. J'espère que la... ça pourra faire écho et que quelqu'un bah, qui s'est remis de ces problèmes et qui a vécu sur la dernière décennie après avoir remis le nez dehors, ça pourrait être une source d'espoir et inspirant peut-être pour des gens qui écoutent ça. J'ai tout dit par rapport à moi et je voudrais te dire merci à toi de faire tout ça, quoi. Il n'y a pas de souci, moi ça me fait plaisir de pouvoir partager des histoires que des gens ont vécues pour aider les personnes qui le vivent actuellement. C'est super important, ça donne énormément d'espoir. Parce que souvent quand on vit la situation, on a l'impression qu'il n'y a pas de fin, que ça va perdurer dans le temps pendant toute notre vie. Moi c'était ça que je me disais pendant que c'était compliqué. Alors que pas du tout. Il y a forcément une fin et un jour ça ira mieux. Il faut garder confiance en l'avenir. Ouais, ouais, et puis quand on est un enfant ou un adolescent en plein milieu de ses problèmes et qu'on est livré à soi-même, je pense que ce que je disais sur la confrontation avec le monde des adultes pourra parler à pas mal de gens. Et c'est surtout que la mise en perspective de ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, ou plus de problèmes quand on a 15 ans. Bah, mettons qu'on ait des problèmes depuis 5 ans, c'est quand même un tiers de sa vie, quoi. Ça Mhm. peut être énorme. Et c'est facile de se dire qu'on va passer sa vie là-dedans, alors que pas nécessairement. Ouais, Non, tout non. à fait. Le temps résout beaucoup de choses. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été un témoignage super intéressant. On a pu aborder plein de thèmes. Donc, vraiment, merci d'avoir partagé ton histoire. Merci C'est à toi. super cool.